Bienvenue à cette deuxième journée du 7e congrès de l'AFRIS, l'Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale. Je vous suggère un bon petit moment ce matin, une bonne petite heure et demie, en compagnie d'un petit groupe de panélistes avant de retourner dans nos ateliers. On a déjà abordé hier un peu le rôle de l'État. En fait, c'est ce que Mme Marie-Claude Blais a fait un peu. Un État qui doit se porter garant d'une certaine justice sociale, la solidarité prenant le titre, le statut de principe politique. Plusieurs discours et postures ont été associés à l'idée de solidarité. Alors aujourd'hui, la question c'est, qu'en est-il du rôle ou des autres rôles, des discours et des postures de l'État et de l'action publique dans les recompositions des solidarités sociales d'aujourd'hui? C'est ce sur quoi on va se pencher. J'ai, dans une ambiance détendue, agréable, j'ai l'honneur d'être avec un bon petit panel international sur l'état de l'action publique qui met en vedette Mme Maryse Bresson, Mme Carolina Rojas Lache et Éric Forgue. Donc, nous irons puiser dans les sources de ce qui est devenu un peu la gestion publique aujourd'hui, visiterons un modèle latino-américain ainsi qu'un exemple de gouvernance d'une minorité ici au Canada. Alors, je commence tout de suite en vous présentant une professeure de sociologie et vice-présidente déléguée aux relations sociales et professionnelles à l'Université de Versailles, Saint-Quentin et Yvelines. Ses travaux de recherche portent sur la précarité, les politiques sociales et l'intervention sociale. Elle nous présente sa conférence « L'intervention sociale à l'ère de la nouvelle gestion publique, un nouveau laboratoire du social ». Mesdames et messieurs, voici Mme Maryse Bresson. Donc bonjour. Alors je voudrais d'abord remercier les organisateurs du congrès de m'avoir invité. Donc dire que j'ai vraiment grand plaisir à être ici avec vous aujourd'hui et à venir à Montréal. Donc je voulais dire aussi que en fait c'est pas la première fois que je viens à Montréal et que même si effectivement je vais vous parler aujourd'hui surtout de mes travaux et sur le cas français, puisque je le connais mieux malgré tout, et sur les questions de pauvreté, précarité. J'ai aussi des recherches plus récentes sur les questions du handicap et de la vieillesse avec un groupe de chercheurs québécois, donc Christian Jeté, Lucie Dumais, Yves Vaillancourt, donc notamment. Hein, donc voilà, donc ça c'était un petit clin d'œil, et puis pour les saluer également, puisque je sais qu'ils sont également partie prenante de ce congrès. Alors, en fait, le point de départ de ma conférence, c'est vraiment, je suis partie de la question telle qu'elle a été posée et telle que je l'ai lue dans l'argumentaire du Congrès, qui est de savoir la solidarité, ou plutôt les solidarités au pluriel, en question et en acte, et les recompositions. Et ce qui m'a interrogée justement, c'était ce pluriel, et que j'ai voulu mettre en relation, donc ça va être un peu le fil conducteur de ma présentation, hein, c'est mettre en relation ce pluriel des solidarités que je présente pour ma part aussi comme une forme d'éclatement des solidarités publiques et privées, comme vous allez le voir, avec une interrogation sur la solidarité au singulier, au sens de cohésion sociale et de ce qui, selon les termes de Durkheim, fait tenir les hommes ensemble en société. Donc, ce qui nous permet aussi, effectivement, d'être interdépendants avec une dimension collective et socialisée des solidarités. Alors, voilà. Donc, du coup, c'est effectivement le point de départ, donc, comme je disais, de mon exposé. Et puis, j'ai pris cette question sous un angle que j'avais étudié avec Christian Jeté. Donc, on avait co-dirigé un ouvrage sur la question de la nouvelle gestion publique. Et il y avait aussi Céline Bello, d'ailleurs, qui co-dirigeait également cet ouvrage. Donc, dans une perspective internationale, pour interroger ces transformations de la protection sociale à l'échelle mondiale. Alors, je vais reparler de la nouvelle gestion publique, mais ici, je le prends effectivement comme on va dire le tournant néolibéral, selon la formule d'un politiste, qui est Bruno Jobert, comme le tournant néolibéral qui transforme la protection sociale et les politiques sociales dans le sens d'une individualisation notamment et dans le sens d'une responsabilisation. Avec une interrogation donc, qui est celle de savoir si la protection sociale ainsi transformée ait été en crise
et ou si elle est effectivement en recomposition. Et cette question du nouveau modèle que je vais appliquer à 2 échelles. D'une part, est-ce que la nouvelle gestion publique est en train de transformer et de proposer un nouveau modèle de solidarité publique? Mais au-delà, donc, ce que je souhaite, c'est essayer de voir si on peut resituer cette nouvelle solidarité publique à l'intérieur d'un schéma global de solidarité, et publique et privée, et d'un nouveau modèle de solidarité au singulier. Voilà, pour reprendre. Donc, le plan de mon exposé, je commencerai par revenir sur cette question de solidarité plurielle et singulier en crise, avec ce qu'en dit la sociologie et pourquoi j'ai pris le titre aussi de « Nouveau laboratoire du social ». Puis je verrai comment la nouvelle gestion publique transforme les solidarités publiques. Et enfin, donc, cette dimension de recomposition globale que je chercherai à interroger. Alors, le premier point donc, que je souhaite, sur lequel je souhaite revenir par rapport à ce pluriel et à ce singulier des solidarités, c'est ce qu'en dit la sociologie, puisqu'on vous a rappelé que je suis professeur de sociologie, et donc ce qui me paraît être les principaux apports de cette discipline par rapport à la question des solidarités ou de la solidarité. Et le premier apport que je vois, c'est alors ce que j'appelle la polysémie, c'est-à-dire la pluralité des sens du mot solidarité. Solidarité, donc peut-être que vous l'avez revu hier, malheureusement, donc j'ai oublié de dire, mais je n'ai pas pu être là hier parce que mon avion est arrivé avec beaucoup de retard. Donc du coup, peut-être que vous l'avez dit, sinon je peux pas je l'ai pas entendu, donc je vous le rappelle ici. Solidarité, c'est souvent pris comme l'entraide, quelquefois comme aussi l'entraide au sens de assister quelqu'un dans un sens très péjoratif. Et donc ça, c'est effectivement un sens assez courant qui est devenu péjoratif, j'allais dire, des solidarités, au sens effectivement où on aide quelqu'un. Alors c'est la fameuse métaphore, on ferait mieux plutôt que de l'aider et de lui donner un poisson, de lui apprendre à pêcher. Et donc il y a un discours quelquefois assez moralisateur autour de ce mot solidarité. En même temps, solidarité, c'est aussi un mot qui, au contraire, peut avoir une connotation très positive et qui a été porteur, alors je parlerai notamment pour la France, que je connais mieux, mais qui a été porteur effectivement des politiques sociales et d'une volonté d'octroyer des droits. Donc non pas quelque chose qui était vu comme la charité, justement, on rompait avec la logique de charité et de bienfaisance, mais comme quelque chose qui était une logique d'interdépendance et de donner à chacun, d'une certaine manière, ce qui lui est dû par la société en termes d'intégration, puisque la société expose les individus à des risques. Donc on a une autre logique ici, qui a aussi été en partie inspirée, alors à son échelle, évidemment, ce n'est pas le seul, mais par un sociologue français, Émile Durkheim, qui a théorisé dans ce même esprit, avec une logique républicaine, la question de la solidarité au singulier. Et donc, comme je le disais en introduction, la solidarité pour Durkheim, c'est ce qui fait tenir les hommes ensemble en société. C'est donc au sens de lien social au singulier et de cohésion sociale. Donc ça, c'est une première, je pense, un premier apport très important et qui est essentiel pour bien resituer les enjeux et les débats autour des solidarités, de la crise ou de la recomposition. C'est de bien voir cette tension entre un sens positif et un sens plus négatif ou péjoratif, et aussi ce qu'il y a derrière ces pluriels ou ce singulier. Par ailleurs, le deuxième apport, notamment de Durkheim, c'est de resituer cette idée de transformation ou de mutation des solidarités dans une histoire longue. A minima, mais même il permet d'aller au-delà, a minima donc au moment de la révolution industrielle, puisque Durkheim, de la division du travail social, en 1895, en fait, analysait déjà le passage d'un type de solidarité qu'il appelait mécanique, par ressemblance. On est solidaire parce qu'on se ressemble, parce qu'on est tous dans le même clan, dans la même famille, dans le même village, etc. Dans le cadre de la société industrielle et de la division du travail, à une solidarité qu'il appelle organique, par complémentarité. Nous sommes solidaires parce que nous sommes interdépendants dans le cadre donc d'un partage des tâches et du travail. Et donc, effectivement, là, on est quand même sur une conception qui est assez éloignée de celle simplement d'aider quelqu'un, mais c'est celle simplement des liens sociaux et aussi, dans l'esprit de Durkheim, du lien social au singulier, ce qui fonde un lien, une cohérence du collectif à l'échelle de la société.
Donc c'est effectivement cet enjeu aussi qui réinterroge aujourd'hui. Si on dit qu'on est passé d'une solidarité mécanique à une solidarité organique, l'idée de crise des solidarités, dans le cadre par exemple alors surtout en France, effectivement du chômage, mais aussi de la précarité de l'emploi, donc d'une pluralité des mécanismes, des processus qui affaiblissent les solidarités, aussi bien de proximité que des solidarités publiques, et puis d'une pluralité des acteurs et de leur logique. Alors pourquoi dans ce cadre est-ce que je parle d'une solidarité ou plutôt d'une protection sociale et d'un système social public comme laboratoire du social? En fait, j'ai emprunté cette expression à Robert Park, donc Robert Park et Burgess, donc l'école de Chicago, à propos de la ville, donc dans The City en 1925, où ils vont étudier effectivement une détérioration avec énormément de problèmes à la fois liés à la déviance, montée de la criminalité, liés aussi aux migrants donc, qui font régner alors ce qui s'appelle une insécurité à l'époque. Donc c'est une manière, enfin c'est plutôt les mots qu'on a nous à notre époque, on dirait insécurité, mais on parlait de criminalité. Et donc, effectivement, en même temps, alors l'idée, c'était que la ville, elle était pour les chercheurs un moyen de voir le nouveau social, les relations sociales en train de se faire, et c'était aussi pour les acteurs un moyen d'expérimenter ces nouvelles relations et des nouvelles relations. Et donc, on avait ce double sens du laboratoire qui est à la fois un lieu d'observation et un endroit où on expérimente, mais ce n'est pas tant le chercheur, encore que, ce sont les acteurs aussi qui expérimentent des relations sociales et donc des nouvelles formes de solidarité, mais au sens durkheimien, qui recoupe aussi cette idée plus large de lien social, de liens sociaux au pluriel et de lien social au singulier. Et donc, de ce point de vue, la nouvelle gestion publique, avec son ambition de transformer notamment les solidarités publiques, eh bien, elle est effectivement un laboratoire du social, c'est-à-dire à la fois un révélateur, un indicateur que l'on peut étudier, nous, en tant que chercheurs, pour voir ce qui se joue. Elle reflète des transformations des solidarités, et puis elle contribue, évidemment, en elle-même, en tant que réforme politique, à leur transformation. D'où cette idée que je propose, donc, de nouveaux modèles. Alors, en particulier, donc, que dit la nouvelle gestion publique et comment est-ce qu'elle transforme les solidarités publiques? Eh bien, elle les transforme, alors c'est à la fois une évidence et puis pas forcément si connu que ça, elle les transforme dans le sens de la libéralisation, et donc elle les transforme en rapprochant ce qu'on appelait les solidarités publiques et, alors je ne saurais pas dire les solidarités privées, parce que solidarité privée, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. Ça peut être l'associatif, ça peut être aussi le familial, justement. Durkheim ne disait pas que les solidarités familiales disparaissaient, mais là, en fait, c'est bien le modèle marchand et le modèle de l'entreprise qui est mis en avant par la nouvelle gestion publique. Et donc ça, c'est effectivement, alors le terme est quelquefois employé d'hybridation des logiques, publiques et privées marchandes, pour le dire comme ça, mais on a effectivement des acteurs qui sont identifiés de cette transformation et un présupposé de base, un principe de base qui est de nier toute différence entre la gestion publique et la gestion privée. Ce qui est effectivement un présupposé très fort, puisque historiquement, au contraire, l'idée était qu'il fallait que le secteur public et la protection sociale s'occupent de ceux que le marché avait laissés sur le bord du chemin, de ceux que la logique économique ne permettait pas d'intégrer correctement. Et là, au contraire, on demande au secteur public et à la politique sociale et aux institutions du social de se transformer pour tendre vers un modèle plus proche de celui de l'entreprise et du privé lucratif marchand. Donc, pour rappel aussi, cette nouvelle gestion publique, elle a une origine, elle a des acteurs identifiés, et donc en particulier, on la situe généralement au début des années 70. Plus précisément, on peut la situer aussi à partir du Forum économique mondial, créé en 1971 par Klaus Schwab, et donc c'est qui est connu pour sa réunion annuelle à Davos, en Suisse,
qui réunit à la fois des dirigeants d'entreprise, des responsables politiques du monde entier et des intellectuels et journalistes pour à la fois débattre des sujets qui sont considérés comme importants dans la planète et mettre en place un agenda de libéralisation de l'économie. Et donc, en janvier 2017, il y a eu la 47e édition du Forum de Davos. Il y avait 50 chefs d'État et de gouvernement, des centaines de grands patrons, d'économistes et de journalistes. Donc, la nouvelle gestion publique trouve son origine, mais aussi ses acteurs, dans ce cadre. Alors, il y a un autre auteur, sociologue, sciences politistes, donc, qui est François-Xavier Merien, en 1999, qui a cherché à, c'est pas un corps de doctrine, j'allais dire complètement élaboré, mais c'est plutôt quelque chose qui se diffuse et qui a cherché à formaliser, donc je vais remettre un peu rapidement ici, les principes. Alors je rappelle quand même, puisque c'était sur la diapositive que vous avez là, que la ligne, c'est de réclamer un meilleur partage des rôles entre pouvoir politique et administration et gestionnaire qui prend les décisions opérationnelles. En réalité, pour les politiques publiques, pour les dire comme ça, on garde dans l'idée que la logique première reste une logique politique qui n'est donc pas économique, forcément, mais par contre, on confie ces orientations politiques qui sont définies dans ce cadre démocratique à des institutions, à des acteurs, à des producteurs de services qui, eux, sont enjoints à s'organiser sur le modèle de l'entreprise privée et du marché. Et ceci afin d'améliorer le rapport coût-efficacité du service. Donc, juste pour rappeler les 8 principes de la nouvelle gestion publique qui ont été mis en exergue, qui ont été formalisés par François-Xavier Merien à partir de ce qu'il observait déjà en 1999. Eh bien, il s'agit donc de créer des marchés ou quasi-marchés, donc je les rappelle rapidement, mais on pourra y revenir, à la place des services publics. Alors, l'expression gouverner et non ramer, c'est l'idée que ce n'est pas à l'État lui-même de produire des services, mais qu'il doit effectivement fixer un cap, l'État ou les acteurs publics, et que effectivement les agents, les professionnels aussi et les institutions du social, ce sont à eux de ramer, entre guillemets, en tout cas de mettre en œuvre le cap sur ce modèle d'évaluation, avec une évaluation ex post de leurs résultats, mais sur le modèle de l'entreprise. Donc ça a des implications comme aussi décentralisées, puisqu'on remplace les services publics par des agences autonomes sous contrat, et aussi des procédures hiérarchisées par des contrats. Ça, on pourra y revenir. On développe la concurrence entre les agences publiques et privées pour obtenir les contrats. Donc, tout le monde connaît le système d'appel sur des projets qui sont impulsés. Les agences sont comptables de leurs résultats face à leurs clients. Alors ça, c'est une autre évolution importante, et leurs financeurs. Une autre dimension aussi, donc une autre préconisation de la nouvelle gestion publique, c'est que les agents publics ne sont pas des fonctionnaires, mais leur rémunération doit varier selon leurs compétences et leurs performances. Et les usagers, précisément, ce qu'on appelle en français les usagers, sont des clients qui sont assimilés à des consommateurs de services. Donc effectivement, ce qu'on a à travers cette nouvelle gestion publique, ou New Public Management aussi, c'est l'émergence de nouveaux cadres intermédiaires du social qui doivent contribuer à mettre en place ce modèle d'organisation des institutions et des entreprises ou des agences ou des administrations encore publiques. Alors, les deux questions qui sont posées par rapport à la nouvelle gestion publique et les solidarités publiques, en fait, il y a un certain nombre d'auteurs qui vont parler d'une destruction ou d'une mise à mal, en tout cas, des valeurs et du modèle traditionnel, avec un certain nombre d'arguments, et d'autres qui vont mettre en avant des éléments de recomposition des solidarités publiques dans ce cadre. Parmi les arguments donc, qui, effectivement, accréditent l'idée de destruction des valeurs, donc, il y a alors Michel Chauvière, en France, qui a parlé de discrète chalandisation du social. Donc, ça, c'est pour dire effectivement qu'on est sur un modèle très marchandisé. Et donc, mais il y a aussi, en termes d'organisation du travail, donc Marianne Dujarier, par exemple, en 2015, qui a écrit un livre qui ne concerne d'ailleurs pas que le social, qui concerne plus globalement les transformations du travail, et qui parle de management désincarné,
par exemple le management par les dispositifs, donc c'est-à-dire que l'organisation du secteur social aussi se fait à travers maintenant le fait de remplir des tableaux de chiffres, des indicateurs, et donc effectivement on a, alors je vais aller vite aussi, mais ce que Danielle Nilla parle aussi, elle parle entre la déshumanisation taylorienne et la surhumanisation managériale. Il y a à la fois une forme de déshumanisation à travers ces tableaux de chiffres, et puis de surhumanisation parce qu'on va vers l'idée que c'est une responsabilité des individus en tant que personnes qui expliquent leur situation. Et donc on va très très loin au contraire dans l'hyper-individualisation et l'hyper-humanisation au détriment du social par contre, et au détriment d'une protection sociale collective. Donc, qui produit des effets aussi de sélection-exclusion pour les précaires, dans certains cas, ou d'oubli d'un certain nombre de dimensions, y compris vis-à-vis des travailleurs du social. Alors, à l'inverse, ceux qui parlent de recomposition, alors j'ai parlé de résistible ascension, effectivement, du tournant néolibéral, mais ceux qui parlent de recomposition peuvent parler soit de résistance, dans certains cas, et comment effectivement on arrive malgré tout à recomposer ou à reconstruire ou à co-construire, pour prendre un terme d'Yves Vaillancourt, dont j'ai parlé tout à l'heure, ou à co-construire des politiques aussi avec les acteurs, par exemple dans le cadre de la politique de la ville en France, où je voyais aussi les tables de quartier, c'est ça, et donc il y avait différents panneaux. Donc on est effectivement dans cette idée que tous les acteurs locaux, notamment à l'échelle territoriale, vont être invités à co-construire ces politiques et à y participer. Et donc on réinvente des formes de social aussi, avec une forme d'horizontalité des acteurs, y compris ceux du social, et puis des formes de réappropriation. Alors, comme on m'a dit qu'il ne me restait plus que 5 minutes, je vais aller vers la question de la recomposition des solidarités au niveau global, parce que je voudrais souligner donc 2 points en particulier qui me paraissent importants. C'est derrière les mots d'ordre nouveaux, entre guillemets, parce qu'on peut toujours y trouver évidemment des origines plus anciennes, mais des solidarités publiques, il y a quand même 2 mots d'ordre paradoxaux qui sont l'individualisation et la territorialisation. Et pourquoi ces mots d'ordre sont paradoxaux? Parce que la question de l'individualisation de la protection sociale, en tout cas dans le modèle français, mais pas seulement, je pense, en fait, elle interroge vraiment l'idée de couverture sociale, socialisée, et de protection collective. Et donc là, effectivement, on a un mot d'ordre qui est paradoxal pour des acteurs qui, à la fois, d'une part, mettent en avant l'idée de solidarité dont on était parti et d'un lien social à l'échelle globale, et qui, en même temps, pour mettre en place et au nom de ce lien social à l'échelle globale, sont invités à individualiser de plus en plus les services rendus et les parcours des individus. Et donc là, il y a vraiment une tension qui se retrouve à différents niveaux. Pour la territorialisation aussi, il y a également une tension parce que c'était à l'échelle de l'État-nation que se faisait la protection sociale et qu'elle avait été mise en œuvre. Et en réalité, donc, les territoires qui sont invités à prendre la relève sont eux-mêmes souvent mal définis et sont en réalité, voilà, on a des territoires, alors en France, on a ce qu'on appelle un millefeuille territorial, il y a les communes, il y a les communautés d'agglomération, il y a les départements, il y a les régions. Tous ces acteurs sont invités autour d'une, on ne va pas dire table de concertation, mais c'est un peu ça quand même, et en réalité avec une grande inégalité entre ces acteurs, et l'État qui continue, après avoir dit qu'il confiait, par exemple en France, beaucoup de pouvoir aux départements, à dire « Ah ben non, les départements, je vais peut-être les supprimer ». Et donc en réalité, voilà, et on va supprimer les départements, il n'y aura plus que des régions. Donc on voit bien effectivement comment ce transfert de pouvoir au territoire, ou ce transfert d'organisation à l'échelle territoriale, ou alors il donne plus de poids aussi aux villes et ou aux intercommunalités. Voilà. Donc il est en réalité très en question et très paradoxal. Et l'hybridation, donc, elle se fait à ce niveau-là, elle se fait aussi au sens intime institutionnel. Donc là, très rapidement aussi, puisque je vois que... très rapidement aussi, dans l'exemple des services à domicile, je voudrais dire que ce qui se fait, donc le fait de vouloir maintenir à domicile les personnes, qui va aussi, donc c'est un ensemble de paradoxes, là, dans le sens d'une désinstitutionnalisation et donc d'une perte, par exemple, du nombre de places ou de lits pour des anciennes institutions publiques. En réalité,
ce qu'on avait vu dans une recherche précédente, aussi bien en France qu'au Québec, là, c'est plutôt sous forme de nouveaux arrangements institutionnels qu'il faudrait parler, parce qu'on a besoin d'institutions quand même qui vont organiser un ensemble de services pour permettre ce maintien à domicile. Et quelquefois même qui vont rentrer dans le domicile, notamment pour les personnes dépendantes. Pour permettre à la personne de rester à domicile, eh bien, on va avoir tout un ensemble de professionnels, de services et d'institutions qui vont organiser complètement l'emploi du temps des personnes à domicile. Donc on a effectivement des recompositions de solidarité qui sont complexes et qui amènent des figures plurielles de l'individu. C'est l'avant-dernière avant la conclusion, qui amènent des figures plurielles de l'individu et une superposition de modèles de solidarité. Alors pour illustrer et terminer sur ça, j'avais étudié en France, et il y a 3 grandes institutions publiques du social, sécurité sociale, aide sociale et action sociale, et je m'étais interrogée sur les figures individualisées qui sont actuellement promues. Et en réalité, il n'y a pas qu'une figure, mais il y en a de multiples. Pour la sécurité sociale, qui est le système d'assurance sociale, on a toujours la figure du travailleur et de ses ayants droit qui cotisent, et en même temps on glisse. Mais en même temps, quand je dis en même temps, c'est les deux qui se superposent, hein, c'est pas l'un qui substitue à l'autre. On glisse aussi vers des figures d'usagers-acheteurs dans une logique plus proche de la nouvelle gestion publique, où on dit que les personnes doivent aussi financer quand elles consomment, par exemple leurs médicaments, par exemple leurs services à l'hôpital, sous forme de franchise médicale, etc., etc. Donc on a bien à travers ces exemples des superpositions de figures qui montrent effectivement la difficulté à bien identifier une logique de solidarité et leur multiplication. De même, pour l'aide sociale, on passe du cas social qu'on assistait, mais qu'on assistait parce qu'il avait des droits, parce qu'il avait des besoins reconnus, à un individu en insertion qui doit faire la preuve qu'il contribue de différentes manières. Et donc, il y a une demande qu'il soit actif, donc c'est le revenu solidarité active en France, et effectivement qu'il a une contrepartie. Et pour l'action sociale, donc, on a effectivement des passages de ce qu'était le militant ou l'éducation populaire et le citoyen actif dans l'éducation populaire à un habitant qui participerait, mais plutôt à l'échelle de son micro-quartier, à améliorer son quotidien. Donc l'idée globale, pour terminer, c'est effectivement qu'il n'y a pas de modèle de solidarité clairement identifié, que la recomposition promeut des figures plurielles de l'individu, des contenus pluriels de solidarité, et qu'on a donc un sentiment parfois de décomposition, parfois de recomposition. Les deux, à mon avis, sont réels, mais qui semblent inachevés, parce que les solidarités continuent d'être là, au pluriel, sous différentes formes, multiples, mais qu'on ne voit pas plus bien le sens de ce qui serait un lien social ou une cohésion sociale au singulier, d'où l'idée d'un nouveau modèle de solidarité à réinventer. Voilà. Alors, merci. Alors, on voit qu'il y a une complexité dans ce qu'on évoque. On peut s'associer souvent à l'État à justement cette solidarité péjorative. Là, on va voir des exemples un petit peu plus concrets qui vont nous amener vers cette dynamique de gouvernance et de fonctionnement de l'État dans le cas des politiques publiques. Prochaine intervenante, elle est directrice du département de travail social de l'Université Alberto Hurtado, c'est bien ça, au Chili. Ses recherches s'orientent à l'étude ethnographique des politiques et pratiques du traitement des inégalités et des différences socioculturelles dans le contexte néolibéral. Elle est aussi membre de la plateforme interdisciplinaire de recherche Normalidad, Diferencia y Educación. Elle nous présente sa conférence « Reconfiguration de l'État social et de l'État des solidarités dans le Chili néolibéral ». On est chanceux et chanceuses car elle fera sa conférence en français. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement Madame Carolina Rojas Lache. Bonjour. Et avant de commencer, je voudrais remercier IFRIS de m'avoir invité et donner l'occasion d'être ici parmi vous pour partager des réflexions qui viennent de l'autre hémisphère, d'une région belle et complexe comme l'Amérique latine et d'un petit pays comme le Chili, qui a été et qui est sans doute un beau laboratoire de politique sociale. Et je m'excuse s'il y a des fautes de français, mais je fais l'effort de parler dans votre langue.
Bon, et dans cette présentation, je voudrais parler du processus de configuration d'un modèle d'État social néolibéral au Chili pendant les dernières décennies. Pour cela, je vais m'appuyer dans un travail ethnographique qui m'a permis d'étudier les discours politiques et les pratiques d'intervention sociale fondées dans le cadre d'une politique emblématique appelée Chile Solidario. Comme référence, je peux vous dire que cette politique a été créée l'année 2002 sous le gouvernement de Ricardo Lagos, premier président socialiste depuis la fin de la dictature et le deuxième dans l'histoire nationale après Salvador Allende. Cette politique s'inscrit dans les nouvelles approches promues par la Banque mondiale à l'égard de la protection sociale et la gestion du risque. L'instrument privilégié et commun à ce type d'approche sont les programmes de transfert monétaire conditionné. Ce qui caractérise ces politiques sociales est le fait d'offrir à leurs bénéficiaires l'accès à travers la remise conditionnée à un réseau d'institutions sociales de l'État, à un accompagnement psychosocial des familles fondé sur un travail sur la disposition des sujets à affronter leur futur, ainsi qu'à des ressources monétaires et matérielles d'attribution directe. En Amérique latine, ces approches se sont consolidées pendant la deuxième moitié des années 90 par le biais de la mise en marche de différents programmes sociaux, Oportunidades au Mexique, Jefas y Jefes de Familia sin Empleo en Argentine, Bolsa Familia au Brésil et Chile Solidario au Chili. Dans ce qui suit, je vais essayer de vous montrer de quelle manière la mise en place de cette politique Chile Solidario correspond au développement d'une nouvelle économie morale des inégalités contemporaines qui resitue l'État social non seulement par rapport aux pauvres, mais aussi dans sa relation plus ample avec la production de la solidarité comme une valeur politique morale liée au néolibéralisme. Et ma présentation, je vais l'organiser dans 3 parties. Au début, je vais vous parler de le social dans un contexte néolibéral. Après, je vais vous montrer comment la solidarité a été réactivée autour de la création de la mise en place de cette politique. Et après, je vais vous proposer l'idée de la construction d'un nouveau champ d'intervention sociale que j'appelle l'assistentiel socialisé. Bon, je reviens après au PowerPoint. Bon, à partir des années 2000, on assiste dans l'Amérique latine, et notamment au Chili, à un repositionnement politique et moral du social, qui rend compte d'une nouvelle sensibilité collective. Localement, ce processus a été conçu comme une manière de corriger la vague néolibérale des années 80 et 90, marquée par des privatisations des services publics, d'étroitement de l'État et de réduction des dépenses sociales, et de construire un nouvel État social. Sous une rhétorique de protection sociale, la notion de vulnérabilité déplace le langage de lutte contre la pauvreté et s'installe dès lors comme un modèle de compréhension hégémonique des inégalités et comme une politique extensive, même dite universaliste. Dans ce contexte, l'État grandit en créant de nouvelles formes institutionnelles et de mécanismes bureaucratiques de haute complexité pour prendre en charge les personnes vulnérables. Et cette transformation des politiques sociales latino-américaines ont été associées à une réorientation à gauche des gouvernements qui les ont narrées comme un retour du social ou encore comme la voie latino-américaine. L'idée implicite est que ces processus sont les résultats ou la conséquence du progressisme des nouveaux socialismes latino-américains qui jugeraient la vague néolibérale des années 80 et 90 comme dépassée, affichant un refus délibéré du modèle néolibéral, rendu responsable du renforcement des inégalités dans la région. Cependant, bien que les programmes se présentent comme des mécanismes innovateurs suscitant un impact grâce à une présumée capacité réformatrice, en ce qui concerne l'approche des inégalités, ils ne sont pas du tout orientés vers la modification des structures des régimes de protection sociale des pays. Ces politiques, bien que contenant des promesses de redistribution, ne remettent pas en question les fondements du modèle économique, ni prétendent transformer ni entrer en concurrence avec les marchés. Au contraire, plusieurs auteurs vont montrer qu'elles les complémentent afin de les consolider, le modèle néolibéral. Sur quoi je parle quand je dis un nouveau langage de solidarité?
Dans les cas chiliens, on voit que cette révalorisation de la rhétorique du social se traduit par la réutilisation de l'idée, du concept et de la valeur de la solidarité, l'installant même dans la dénomination de la politique, Chile Solidario. Cela a permis au président Lagos d'unifier l'esprit national en termes discursifs, faisant de Chile Solidario un emblème de la récupération de la morale sociale des Chiliens. Ainsi, plus que se prononcer sur la restructuration distributive de l'ordre social économique, il fait surtout référence à l'établissement d'une relation solidaire qui implique discursivement un lien unidirectionnel, l'État et les sujets vulnérables. De cette manière, l'allusion à l'idée de solidarité, plus qu'à la production d'une cohésion sociale basée sur la confiance collective, parle d'une sensibilité paternelle, empathique, qui se manifeste en termes de ce qui serait la récupération de la vocation sociale de l'État envers ses pauvres, et qui, en termes de réciprocité, produirait une adhésion et un accord individuel et subjectif avec et envers les dirigeants. Ici, un extrait d'un message du président Lagos face au Congrès quand cette politique a été annoncée. Lorsque le président utilise les premières personnes du pluriel, nous les tendrons une main solidaire. Et l'on comprend qu'il implique discursivement tous les Chiliens. En ce sens, nous voyons que le discours politique solidaire se situe dans une position pastorale depuis laquelle l'on incite indirectement à une conduite solidaire collective mais passive et l'on cherche à établir un accord et une légitimité nationale. Mais en même temps, elle permet à l'État de reporter la responsabilité des inégalités, comprises comme une question de vulnérabilité, sur les citoyens, à savoir les sujets pauvres eux-mêmes, ou sur les relations qui peuvent être établies à titre individuel ou privé en concordance avec son mandat moralisateur. C'est cette double dimension qui permet de comprendre que l'action publique échappe alors à tout questionnement du modèle économique néolibéral et que la morale se transforme en son facteur de légitimité. Ici, en continuité, le même discours du président. On peut dire alors que la solidarité se met en scène. Dès lors, l'on observe un changement dans la sensibilité et dans la compréhension politique et morale du type de relations et des responsabilités à établir entre l'État et la société, en passant d'une logique de l'équité à une logique de la solidarité. Même si l'introduction de la solidarité comme un principe normatif et moral dans le discours de la politique sociale des centres-gauche des années 2000 aurait pu faire penser qu'il s'agissait là du début d'un processus d'abandon de logique néolibérale et de ce que l'on peut voir de ce que l'on pouvait penser être une resocialisation de l'État, l'on observe précisément tout le contraire. La solidarité, loin d'être un principe opposé ou alternatif au projet néolibéral, le contient et le renforce en le moralisant. Mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer à continuation que la notion de solidarité accompagne une politique en pratique qui reconfigure les rapports entre les individus, la société et l'État à travers un travail social fortement intersubjectif. Un nouveau champ d'intervention sociale, alors je parle de cette idée de l'assistancier socialisé comme un nouveau champ d'intervention sociale. Et à propos de ce que nous venons de voir, la politique de vulnérabilité a produit et légitimé une manière particulière de faire l'État social que j'ai dénommé, comme je vous disais, l'assistentiel socialisé. Le texte et moi se sont séparés à ce moment, et je vous parle et je lis, et voilà. Mais je reprends la cohérence de ma présentation. Et le français. Cela implique, entre autres choses, qu'en se focalisant sur la vulnérabilité, il parvient à toucher de nouveaux publics, ce qui entraîne comme conséquence que la population à prendre en charge présente des caractéristiques et des besoins divers et redéfinis. Par conséquent, l'action des intervenants la fait plus difficile et plus diffuse. Dans ce contexte, la famille est définie comme l'unité d'intervention privilégiée et on lui attribue une place prépondérante dans la protection des individus.
Tout cela est soutenu par la prémisse que la famille est l'espace dans lequel il est possible de mobiliser efficacement les ressources publiques, mais aussi les valeurs qui favorisent la responsabilisation de l'individu quant à la construction de son avenir. En ce sens, l'intervention étatique dans l'espace de l'assistentiel socialisé ne vise plus à protéger les droits sociaux spécifiques à un statut ou à une identité particulière propre à un individu, mais se propose plutôt d'intervenir de manière générale pour garantir le bon fonctionnement des familles dans leur rôle de producteurs de sujets socialisés. Ici, un extrait de mes notes d'observation de terrain issues de l'accompagnement du travail de visite que réalise Sonia, une des intervenantes de Chile Solidario. Vous pouvez le lire pendant que je parle pour ne prendre pas plus de temps. On peut voir que la pratique d'intervention des intervenants avec les familles se déploie à partir de la valeur et du sens d'une logique affective, moins rationnelle et moins bureaucratique. L'action d'aide assistentielle est régie par une compétence sociale de type personnel qui dépend d'une sensibilité envers les expériences vitales des familles. En ce sens, le travail d'accompagnement des familles est fortement organisé par des dispositions émotionnelles et affectives interpersonnelles et en cohérence avec les discours de solidarité que l'on trouve à la base de ces politiques par une privatisation de la relation publique d'assistance. Dans le cadre de cette politique en pratique, les intervenants mobilisent une sensibilité particulière pour les expériences vécues par les familles, ce qui est naturellement attendu et souhaité par une méthodologie d'intervention définie de manière standardisée dans ce programme et qui s'inspire du modèle de nouveau management public duquel Marie, je pense, vient nous parler. Dans ce contexte, le but du travail social est orienté à construire un lien basé sur des sentiments moraux qui engagent mutuellement intervenants et les sujets bénéficiaires. Nous voulons ainsi dire que, d'une part, je vais vous dire que, d'une part, les professionnels se sentent reçus, valorisés, aimés et par conséquent enclins à travailler avec une famille et qu'ils savent, d'autre part, que les liens affectifs sont utiles pour conditionner l'attitude des familles envers eux comme étant quelqu'un de significatif et dont ils suivront les directives et alors les intervenants peuvent pouvoir accomplir les exigences et les indicateurs sur lesquels eux et son travail seront évalués. Il n'est donc pas rare d'entendre « je compte sur vous » comme une manière d'engager la réciprocité des bénéficiaires et intervenants. Le but de ces liens interpersonnels étant d'agir au niveau des subjectivités des membres des familles, il requiert par conséquent que de l'intervenant une présence et une disposition spéciale envers autrui afin de générer une relation non seulement professionnelle et administrative, mais aussi de type personnel. Cela expose les intervenants à une double tâche. D'un côté, administrative, visant à répondre aux besoins d'une gestion efficiente, et d'une autre, émotionnelle, qui cherche à créer un lien de proximité avec les familles, ce qui exige d'avoir des cœurs. Dans ce contexte, l'assistance se déroule au quotidien dans le va-et-vient de l'accomplissement de ces deux dimensions, à la fois d'où les dilemmes profonds et les conflits vécus par les intervenants et les bénéficiaires. L'aide mutuelle est le support de la politique en pratique à travers laquelle les acteurs résolvent les dilemmes et les conflits engendrés par le fait de devoir remplir cette double tâche. Elle correspond à une manière générique de nommer ce qui arrive dans la relation d'assistance en redéfinissant les acteurs aidants. Il s'agit bien là de la conséquence d'une émotion personnelle face à la difficulté vécue par autrui qui engage et oblige. Néanmoins, le caractère émotionnel de cette politique n'est ni consigné ni visible dans le dispositif du programme, bien qu'il soit la base et le fondement de la politique en pratique. Pour finir, on peut donc considérer cette politique comme l'expression d'une néolibéralisation du social dans la mesure où elle articule une action étatique précaire sur le plan économique et affectif en termes de subjectivité morale qu'elle produit.
précaire, tant sur le plan du budget dont elle dispose, je ne vais pas parler de ça, mais c'est très restreint le budget de cette politique, ce qui est payé aux intervenants et ce qui est donné aussi comme reçu monétaire aux familles. Donc précaire dans le sens des budgets, mais aussi que des conditions dans lesquelles cette politique est mise en place. Les travailleurs sociaux et les intervenants, ils doivent payer eux-mêmes les bus pour aller voir les familles. Et ils n'ont pas de contrat de travail. Et ils sont à peu près une soixantaine de familles à suivre pendant 2 ans. Donc c'est vraiment très surchargé pour les intervenants. Et en même temps, les bénéfices sont précaires. Et on parle d'un budget qui n'est ni les 1% de salaire minimum. On parle vraiment d'une allocation minimum juste pour, il était considéré comme ça, pour que les familles puissent aillent directement aux services sociaux. C'est pour payer les bus et les démarches administratives. Mais ils ont accès à un réseau de politiques publiques des autres institutions qui se coordonnent et qui rentrent directement au foyer des familles à travers ces intervenants qui font les visites domiciliaires. Donc, je disais que c'était précaire, mais en même temps que c'était moral et subjectif. Enfin, étant donné qu'elle est sous-tendue en termes concrets par une relation affective entre deux personnes intervenant et familles vulnérables qui activent de manière conditionnée engagement et obligations mutuelles. L'assistentiel socialisé constitue alors un mode de transversalisation d'une attitude d'aide, seulement observable sur le plan des affects et des émotions, mais qui indirectement sert à instaurer des valeurs telles que l'engagement, l'effort et la réciprocité. C'est ainsi que la morale solidaire néolibérale opère politiquement dans ce cas. J'utilise l'idée de transversalisation puisqu'elle me permet de décrire le fait que l'aide ne se réfère pas seulement à la manière de faire de qui intervient, mais qu'elle est aussi ce que l'on espère incorporer comme contenu ou comme produit de l'intervention elle-même. Autrement dit, elle agit au niveau de la disposition et de la conduite attendue entre les membres de la famille, notamment celle des femmes, mais aussi entre les familles et les agents de l'assistance et par conséquent de l'État. En résumé, une autre ligne d'analyse de l'imbrication de néolibéralisme et socialisme nous conduit à mettre l'accent sur des dimensions bien moins évidentes et plus diffuses, étant donné qu'elles s'opèrent comme mécanismes de comme mécanismes gouvernementaux des processus de subjectivation et de construction du moral à propos du social. L'ordre néolibéral contemporain ne produit pas seulement des sujets rationnels, utilitaires et instrumentalistes, comme dans les versions classiques du libéralisme. Au contraire, les nouvelles formes du néolibéralisme produisent simultanément un être affectif en termes de compassion et d'empathie, composant alors ce que l'anthropologue Andrea Molbach nomme l'univers social et moral du néolibéralisme. Cette façon d'aborder la morale néolibérale et soutient l'auteur nous amène à observer de quelle manière les forces et les actions opposées au néolibéralisme se plient et participent de façon ambivalente à son processus. La pratique d'intervention contemporaine est alors, comme le soutient l'auteur, un travail relationnel qui cherche à aider à récupérer et à réactiver la solidarité sous conditions néolibérales et créer une forme de vie qui n'est pas l'air si atomiste ou isolé dans la tentative de construire des relations sociales à travers des actes de grande communion et de grands soins. Merci. Est-ce que je vous laisse 1 minute pour finir l'histoire de Bianca? Blanca. Parce que franchement, moi, je n'étais pas capable de lire. Il fallait que je continue de vous écouter. On laisse l'histoire un peu de Blanca parce qu'on était tellement pris à vous écouter qu'on ne pouvait pas se mettre à lire en même temps.
mais qui est tout à fait édifiante au niveau de la solidarité, même en contexte néolibéral. Je vais en profiter pour vous présenter notre dernier intervenant, qui a obtenu son doctorat en sociologie à l'Université de Montréal. Il mène des recherches à l'Université de Moncton sur le développement communautaire et l'économie sociale, ainsi que sur le développement régional et durable. Il a enseigné à l'Université de Moncton en sociologie et en études environnementales. Il est également le directeur général de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Ses travaux portent notamment sur le développement des communautés en contexte minoritaire et le rôle que joue la gouvernance, le capital social et les capacités communautaires dans les initiatives visant leur développement. Sa conférence intitulée « Gouvernance et solidarité communautaire en contexte francophone minoritaire au Canada ». Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Éric Forgues. Bonjour, merci pour l'invitation et pour faire une place aux communautés francophones en situation minoritaire dans ce congrès international. Je vous invite d'ailleurs à venir au Carrefour demain à 14 h où ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est plutôt un survol, mais au Carrefour, ça sera l'occasion de sûrement aller un peu plus en profondeur là, que ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui. Donc, mon objectif ici, c'est de donner un aperçu de l'action communautaire francophone en contexte minoritaire dans le domaine de la santé et des services sociaux. Donc, c'est une présentation qui est plutôt généraliste et puise à plusieurs travaux de recherche. Je vais commencer par présenter brièvement les communautés francophones hors Québec, pour ceux qui les connaissent moins, pour aborder ensuite les mobilisations dans le secteur de la santé qui ont mené à un meilleur respect des droits linguistiques, en rappelant notamment la décision politique de fermer l'hôpital Montfort par le gouvernement ontarien à la fin des années 90, la mobilisation qui a suivi, qui a mené à une intervention du gouvernement canadien par la suite, donc pour présenter l'organisation communautaire dans le secteur de la santé et des services sociaux. Et je vais aborder à la fin l'enjeu de l'offre de services de santé en français en contexte minoritaire. Donc, ici, vous voyez en termes démographiques à quoi ça correspond, la francophonie hors Québec. Donc, on voit que les francophones forment à peu près 1 million d'habitants hors Québec. Et en termes de pourcentage, la colonne de droite, on voit qu'au Nouveau-Brunswick, ça atteint presque 32 %, mais sinon, dans les autres provinces, ça ne dépasse pas les 4,5 %. Donc, ça, c'est au niveau démographique. Mais l'importance de la présence francophone hors Québec ne se mesure pas uniquement sur le plan démographique. Si nous parlons de ces communautés, c'est parce qu'elles aspirent à faire société et parviennent dans une certaine mesure à le faire. Elles le font parce qu'elles font partie d'un ensemble canadien-français qui s'est certes morcelé dans les années 60 avec les États généraux canadiens-français et un projet national québécois qui s'est défini de plus en plus dans le cadre de la province du Québec sur le territoire québécois. Mais cette référence à un ensemble francophone demeure suffisamment présent pour maintenir vivante l'intention de faire société. Les communautés francophones en situation minoritaire ne peuvent pas le faire au même titre qu'une société qui possède les instruments de l'État. En l'absence d'un État, la gouvernance des communautés francophones repose essentiellement sur la société civile. À la différence des États-nations, la société civile assume, outre ses fonctions habituelles, des fonctions liées à ce projet de faire société, notamment des fonctions de représentation et de gouvernance. Lorsque nous abordons les enjeux de ces communautés, il importe de garder cet élément à l'esprit. Le projet de société des communautés francophones est d'abord de pouvoir s'épanouir en français. Ce défi est d'autant plus grand que les francophones sont minoritaires. Autrement dit, le défi est plus élevé, plus les communautés sont dans une situation minoritaire. Donc, dans les provinces où on a vu, là, c'est dans les 4 et moins de % de la population, c'est un défi beaucoup plus grand. S'épanouir en français signifie que les membres de la francophonie peuvent vivre en français autant dans l'espace privé, donc à la maison, dans l'espace domestique, dans le quartier, que dans l'espace public, dans les commerces, dans les institutions, les organisations. Dans l'espace public, cela suppose qu'ils ont accès à des services en français,
que le français est présent dans le paysage linguistique et qu'ils ont des espaces de socialisation en français. Cela est possible, entre autres, lorsque leur degré de complétude institutionnelle est élevé. Définie d'abord par Raymond Breton, la notion de complétude institutionnelle renvoie à l'éventail des institutions et des organisations qui offrent des lieux de socialisation, d'échange et de contact dans une langue donnée. Plus la complétude institutionnelle d'une communauté est forte, meilleures sont ses chances de maintenir sa langue, sa culture, son identité. Une fois le socle linguistique et identitaire établi, le projet de société peut se définir en fonction des particularités culturelles de la communauté et des choix politiques qui sont faits selon son degré d'autodétermination. En contexte minoritaire, le projet de faire société est fragile. Il repose notamment sur la conscientisation par les membres des enjeux liés aux faits minoritaires et des conséquences découlant des choix linguistiques qui sont faits à chaque jour dès que les membres de la communauté communiquent. Or, le contexte minoritaire ne se traduit pas nécessairement par ce genre de prise de conscience. Les enjeux linguistiques en milieu minoritaire peuvent ne pas être reconnus ni valorisés par l'ensemble de la population. Les chercheurs peuvent jouer un rôle dans cette compréhension des enjeux linguistiques en milieu minoritaire, mais même les chercheurs peuvent aussi ne pas nécessairement reconnaître l'importance des enjeux linguistiques. Certains événements sociaux, voire certaines crises, peuvent avoir un effet conscientisant tant au sein de la population que parmi les chercheurs. Lorsque des décisions prises par des décideurs, des gouvernants heurtent ce désir de faire société, ces décisions peuvent provoquer de fortes réactions collectives. C'est ce qui s'est passé, entre autres, dans l'affaire aujourd'hui symbolique de l'hôpital Montfort. Je rappelle rapidement les faits, car ils sont importants pour comprendre un pan important de l'organisation communautaire en milieu francophone dans le secteur de la santé. Donc, l'hôpital Montfort est le seul hôpital universitaire de langue française en Ontario et un des seuls hôpitaux francophones en Ontario. À la fin des années 90, le gouvernement ontarien décide de fermer, puis, devant l'opposition, décide plutôt de changer la vocation de Montfort. Cela ne satisfait pas la communauté franco-ontarienne qui se mobilise sous le cri de ralliement SOS Montfort. Des pétitions circulent, des manifestations s'organisent, une action juridique est menée. On luttait pour garder une institution francophone. Les francophones ont gain de cause devant les tribunaux. La Cour d'appel de l'Ontario donne raison aux francophones et reconnaît l'importance de l'institution pour la communauté. Donc ici, les sciences sociales ont joué un rôle dans la décision de la Cour d'appel en reprenant justement le concept de complétude institutionnelle qui a été présenté par deux experts, Roger Bernard et Raymond Breton. Je cite un extrait de la décision que vous pouvez lire. « Nous sommes d'accord que Montfort a un rôle institutionnel plus large que la prestation des services de soins de santé. En plus de remplir la fonction pratique supplémentaire de dispenser la formation médicale, le rôle institutionnel plus large de Montfort comprend notamment celui de maintenir la langue française, de transmettre la culture francophone et de favoriser la solidarité au sein de la minorité franco-ontarienne. » Ce qui s'est passé avec Montfort agira comme un déclencheur. Le mouvement francophone en santé s'étend sur l'ensemble du Canada. Dans ce contexte, le gouvernement fédéral, Santé Canada notamment, met sur pied un comité de consultation en 2000 qui va mener une réflexion sur l'importance du lien qui unit la langue et la qualité des services de santé, de même que sur les inégalités entre les anglophones et les francophones à l'égard de l'accès aux services de santé. Le rapport au ministre fédéral de la Santé du comité consultatif montre en effet un lien important entre la langue et la qualité des soins. La communication est importante pour comprendre d'un côté les problèmes de santé et de l'autre pour comprendre les instructions du médecin. De plus, on constate que 55% des francophones hors Québec n'avaient que peu ou pas accès à des services de santé dans leur langue. Dans son rapport, le comité propose 3 axes d'intervention, soit le réseautage des parties prenantes, l'organisation des services de services en santé en français et la formation de professionnels de santé en français. 3 objectifs sont visés:
favoriser la santé des populations francophones, favoriser l'accès à des services de santé en français et favoriser la formation professionnelle et la recherche en santé. En 2002-2003, 2 organismes sont créés pour donner suite au rapport, le Consortium national de formation en santé, qui vise la formation et la recherche, et la Société santé en français, qui vise à accroître l'offre de services de santé en français, qui a un kiosque ici. Là, si jamais vous allez vous promener, vous allez pouvoir aller les visiter pour en savoir plus. Le CNFS a un secrétariat national et est implanté dans les universités et les collèges francophones. La Société santé en français a aussi un bureau national et s'appuie sur 17 réseaux dans les provinces, dont l'organisation s'inspire du modèle de partenariat promu par l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez ici le schéma. Donc, c'est un modèle qui fait intervenir les gestionnaires d'établissements de santé, les décideurs politiques, les professionnels de la santé, les institutions de formation et la communauté. Notons qu'au Canada, la santé est un domaine de compétence provinciale. Donc, toute action dans le système de santé doit se faire de concert avec les gouvernements provinciaux. Cela signifie que les projets évoluent selon les réalités particulières des provinces. À noter aussi que le contexte juridique varie d'une province à l'autre. Donc, ce n'est pas le même contexte juridique, donc il n'y a pas les mêmes obligations en matière de services de santé en français. Le mouvement de contestation francophone en santé a permis de mobiliser plusieurs acteurs de la francophonie à l'échelle du pays autour de l'enjeu de la santé. Avec l'appui du gouvernement canadien, ce mouvement s'organise et s'institutionnalise peu à peu. Cette institutionnalisation du mouvement est passée par l'abandon du rôle de revendication et l'adoption d'une approche collaborative avec les décideurs. L'action consiste à améliorer l'offre de services en français en offrant des pistes de solutions, en sensibilisant les décideurs aux enjeux des francophones en situation minoritaire, en rendant visible une réalité souvent méconnue. L'analyse qui est faite est que dans les communautés où les acteurs francophones misent davantage sur la revendication et où les rapports entre les acteurs sont davantage conflictuels, il est difficile de mener des projets concrets afin d'améliorer l'offre de services en français, ce qui demande l'engagement de plusieurs décideurs. Des chercheurs, dont je fais partie, avons observé ce virage ces dernières années dans l'ensemble du mouvement francophone. Parlant de l'organisation porte-parole de la communauté franco-manitobaine, Ali Matouba constate que l'organisme a déployé à différents moments de sa lutte des stratégies d'abord conflictuelles, puis consensuelles et enfin partenariales. Cette approche découle de la forte imbrication de l'action des organismes francophones dans l'intervention de l'État au sein des communautés, mais certains observateurs prônent un retour à une approche davantage revendicatrice. En fait, au sein de la société civile francophone, il y a une certaine division des fonctions entre des organisations de défense des droits, donc plus revendicateurs, et des organismes de services qui adoptent une approche collaborative. La société civile développe des rapports de coopération conflictuelle pour en reprendre une notion qui avait été employée à une certaine époque. Je ne sais pas si on parle encore de coopération conflictuelle dans le milieu communautaire ici au Québec, mais je pense entre autres à Jacques Boucher, Yves Vaillancourt qui utilisaient cette expression-là. L'institutionnalisation du mouvement francophone en santé s'est faite autour d'organismes qui ont été créés en établissant des réseaux qui se sont structurés et formalisés en des partenariats. Le mouvement francophone en santé s'appuie sur des réseaux locaux, provinciaux et nationaux qui sont parvenus à mobiliser les acteurs et la population autour de l'enjeu de la santé en français. La dimension linguistique est la clé de voûte du mouvement de solidarité francophone en santé. Cette solidarité se traduit par des modalités de collaboration interorganisationnelle. Donc, pour les acteurs francophones, c'est l'occasion de faire un certain apprentissage collectif. En réunissant des acteurs de divers horizons pour atteindre des objectifs communs, la collaboration se déploie dans un espace social non régulé où les normes et éventuellement les règles de fonctionnement sont élaborées par les parties en présence. Donc, c'est l'occasion pour les intervenants de produire du social d'une certaine façon. Je vais passer la prochaine parce que ça va plus vite que j'avais prévu. Donc ça, c'était les facteurs qui facilitent la collaboration interorganisationnelle.
La mobilisation autour de l'enjeu de la santé se concentre sur les services offerts par le système public. La dimension linguistique n'agit pas de la même façon dans les milieux communautaires et privés en dehors du système public. Elle n'est pas structurante des solidarités que nous pouvons y observer. En contexte francophone, le milieu communautaire s'organise suivant plusieurs logiques. Donc, il y a des logiques caritatives plus traditionnelles, une logique privée marchande, une logique privée publique, une logique d'économie sociale que je qualifierais de plutôt traditionnelle. Nous pourrions présumer qu'en fonction de la logique de l'offre et de la demande, dans le milieu communautaire, qui n'est pas réglementé par un contexte juridique, les francophones pourraient recevoir leurs services en français. Cependant, il faut comprendre que la logique sociale que suivent les pratiques linguistiques dans un contexte minoritaire a quelque chose de particulier. En dehors des régions où le français est vraiment prédominant, par exemple la péninsule acadienne du nord-est du Nouveau-Brunswick, le français est moins présent dans l'espace public, il est moins visible dans l'affichage, il est moins parlé et la pression sociale favorise fortement l'utilisation de l'anglais. Parler en français ou demander des services en français peut être perçu comme un geste politique source de tension. C'est pourquoi une majorité de francophones, souvent bilingues, vont choisir d'utiliser l'anglais. Si bien que la demande pour des services en français est généralement faible, et ce, même dans les hôpitaux qui sont assujettis à certaines lois. Cette faible demande peut devenir un prétexte pour les gestionnaires de services de ne pas tenir compte de la langue dans la prestation des services, ce qui contribue à laisser le fait français dans l'ombre, de même que les besoins de la population francophone en matière de services. De plus, les francophones qui utilisent des services sociaux, des services de santé, vivent une situation de vulnérabilité qui les démotive à demander des services dans leur langue. Comme l'affirme le commissaire aux services en français en Ontario, c'est essentiel pour ces gens qui se retrouvent dans une situation aussi stressante, critique même, que la livraison du service n'empire pas la situation, elle doit en fait l'améliorer. La recherche sur les enjeux de la langue des services de santé ont montré que pour une personne en situation de vulnérabilité, la langue de communication devient encore plus importante. La précarité ou la vulnérabilité de la personne peut être accrue par un service offert uniquement en anglais, d'où l'importance de faire une offre active des services dans les 2 langues officielles. Ainsi, l'offre ne doit pas découler de la demande de services en français, elle doit la précéder. L'usager doit avoir un choix réel d'utiliser l'une ou l'autre des langues qui lui sont activement offertes. Il doit sentir qu'il peut communiquer en français sans que cela n'entraîne pour lui un inconfort, un malaise, des réactions négatives ou des conséquences fâcheuses sur la qualité des services reçus. Il s'agit de mettre en place un environnement dans lequel l'usager francophone se sentira à l'aise d'utiliser le français. Faute de cet environnement, nombreux sont les francophones qui choisissent de communiquer en anglais. Donc, je conclus. En 15 ans, l'enjeu de la santé en français est passé d'un mouvement de contestation à un mouvement qui s'est institutionnalisé et organisé afin de promouvoir l'offre de services de santé en français dans le système public. Ce mouvement a mobilise encore un nombre important d'intervenants dans le domaine de la santé. La langue est au cœur de la solidarité en milieu francophone. Elle guide et structure leur action. La mobilisation permet d'accroître l'offre de services de santé en français dans les systèmes publics, même si beaucoup reste encore à faire. Donc, il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais s'il est important de recevoir des services en français dans le système public de santé, nous croyons qu'il est tout autant dans le milieu communautaire. Or, dans ce secteur, un véritable chantier attend les intervenants et les chercheurs francophones en travail social et plus largement en sciences sociales. La question qui se pose consiste à savoir comment conjuguer une solidarité linguistique avec une solidarité sociale dans le milieu communautaire francophone. Donc, c'est peut-être une question qui sera abordée demain au Carrefour sur ce thème. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Alors, formule cabaret maintenant. Un petit peu plus. Je vais passer. Alors, c'est à vous. Si la parole est à vous. Maintenant, si vous pouvez aller au micro, qui devraient fonctionner eux aussi. Vous avez des micros de chaque côté à la hauteur. Comme ça, vous pouvez adresser vos questions
vos commentaires. Monsieur, s'il vous plaît, vous présenter et poser votre question ou votre commentaire. Je m'appelle Meged Hamzaoui, donc professeur à l'Université libre de Bruxelles. Enfin, je suis désigné par le comité scientifique permanente de l'EFRIS de vous poser une question, comme c'était déjà hier matin les deux autres collègues. Et ma question porte sur le statut d'être protégé dans un contexte de crise permanente et structurelle. Vous le savez très bien que depuis le 19e siècle, déjà la question de la protection sociale, au départ, vue en termes de propriété privée. Or, cette protection ne s'adresse qu'à une minorité. La vraie protection sociale mise en place moderne, à partir du moment où elle est rattachée au support de salariat. Or, cette solidarité est ébranlée actuellement par plusieurs réformes, voire même contre-réformes, donc pour répondre, c'est-à-dire à ces nouvelles donnes. Ma question, nous sommes là, dans quelle mesure les supports de protection non rattachés au salariat, et donc, mais en termes de macro-social, je ne parle pas de solidarité rapprochée ou de solidarité de proximité, contrairement aux solidarités privées, permettent-ils de mobilisation ou de mobiliser un ensemble de supports pour protéger les individus contre les aléas de la crise socio-économique? Et merci. Alors, Monsieur Fogg. Oui, bien, je peux. Ça fonctionne? Ouais. Oui. Donc, je peux peut-être vous parler d'une expérience qui a été, que nous, on a documentée un peu au Nouveau-Brunswick. OK. Donc, au Nouveau-Brunswick, il y a une recherche que nous, on a faite sur l'insécurité alimentaire. Et au Nouveau-Brunswick, le gouvernement, ce qui a réalisé, c'est premièrement l'importance de travailler avec les ressources qui existent dans les communautés. Donc, lui, il va agir comme un facilitateur avec pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de capital qu'il va mettre pour relever tous les défis liés à l'insécurité alimentaire, mais pour essayer plutôt de jouer un facilitateur pour réunir les gens pour mieux travailler ensemble, de favoriser des formes de collaboration, de partenariat entre les ressources qui existent dans la communauté. Donc ça, c'est une approche, par exemple, que moi, j'ai pu observer du côté du Nouveau-Brunswick, parce que les gens ont tendance à travailler sans nécessairement, des fois même de façon compétitive. Si on pense aux banques alimentaires, il peut y avoir des compétitions entre elles. Donc, différentes instances comme ça qui peuvent ne pas nécessairement travailler ensemble. Donc, ça, c'est une approche possible que moi, j'ai pu observer ici au Nouveau-Brunswick. Madame Bresson. Alors, en fait, je voudrais revenir sur la manière dont la question est posée, parce que le statut d'être protégé, enfin, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est déjà un peu orienté que de dire ça. Et donc, il y a une différence entre le statut d'être protégé et l'idée de solidarité, je pense. Donc, alors après, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu la question, c'est à Robert Castel qui dit que, voilà, que les protections sociales, effectivement... et puis même le service public, et donc on a une propriété sociale à travers le service public qui protège, et qui protège effectivement, qui est la protection des plus pauvres, etc. Quand on parle de crise permanente aussi, alors c'est un peu... moi, il faut voir de quelle crise on parle, quoi, de quoi on parle comme crise. La crise de financement, elle peut quand même être discutée, premièrement. Donc voilà, en tout cas, il y a certains auteurs qui trouvent que finalement, on n'a pas tant diminué que ça, les finances, même les finances publiques qui sont dans le secteur social. Donc il faut vraiment voir de quoi on parle. On cherche plutôt à le réorienter dans un certain sens.
Donc voilà, je dis ça un peu en vrac et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut quand même réfléchir à ce dont on parle. Le statut d'être protégé, c'est pas forcément, ça dépend de ce qu'on appelle être protégé, et c'est pas forcément le cœur de la question qu'il y a même derrière la protection sociale, qui est celle de la solidarité. La solidarité, elle peut passer par plein de voies différentes, pour le dire comme ça, et pas forcément à travers ce statut d'être protégé. Elle peut passer aussi par d'autres choses. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il faut réduire le social, hein, je précise. Voilà, ce n'est pas du tout mon idée. Et oui, je reprends un peu les paroles de Maryse, mais aussi, je voudrais vous, comment dire, mettre l'accent que cette idée de la protection liée au salariat, c'est un contexte très particulier et européen et de l'Amérique du Nord. Dans le contexte de mon pays, par exemple, et de l'Amérique latine en général, ce n'était pas les salariats, ceux qui protègent, ceux qui permettent vraiment d'avoir la sécurité sociale ne passe pas pour le travail, pas du tout. Mais surtout, à propos des politiques sur lesquelles je vais vous parler, c'est très important parce que c'est des politiques créées par la Banque mondiale précisément à propos de la crise. Donc, ce qu'ils font, ce n'est pas de continuer à travailler sur la lutte contre la pauvreté, mais de penser au risque, précisément pour éviter l'augmentation de la pauvreté à propos des situations de crise. Donc, c'est ça qui change un peu le regard sur les inégalités, où la protection sociale devient comme un nouveau approche que ce n'est pas le même sur lesquels vous venez de parler, ce n'est pas le même qu'on a en France. C'est plutôt l'idée de protection et d'assurer et d'assurer un minimum d'affiliation. Oui, en suivant les idées de Castel, et d'affiliation sociale qui permet que les gens ne tombent pas sur des situations vraiment des chutes, oui, être fort. Donc, et c'est pas, c'est des politiques finalement qui s'installent comme des politiques structurelles, et des grands, structurelles, parce que toute la politique sociale de protection sociale en Amérique latine est devenue une manière de faire l'État social dans les dernières décennies, mais que ça n'a rien à voir avec l'idée du travail. C'est plutôt d'accès aux santé, d'accès à l'éducation. Oui, je ne sais pas si je peux m'expliquer, mais c'est vraiment une autre chose sur laquelle on penche l'idée de protection sociale. Et sur les solidarités, je pense que c'est intéressant parce que ce n'est pas l'idée de la société qui prend en charge ces sujets, les individus, mais c'est plutôt d'un État qui renforce les solidarités communautaires familiales pour supporter les faillites du marché et les faillites d'un État qui n'arrive pas vraiment à octroyer, comment dire, pour protéger ces sujets. Oui. Monsieur? Je vais me permettre, bonjour. Arnaud Morange, Institut régional du travail social Normandie-Caen, chercheur et sociologue par ailleurs. Maryse Bresson et Carolina Rojas ont soutenu l'idée qu'il existait, et on le concède, un rouleau compresseur du néolibéralisme qui s'infiltre, y compris dans les pratiques en travail social, y compris, on pourrait dire même jusque dans notre quotidien, dont acte. Mais le durkheimien convaincu que je suis va prendre ici la défense de l'acteur pour vous poser la question suivante. Ne pensez-vous pas qu'il existe tout de même des formes de résistance, et notamment dans le monde du travail social, peut-être plus d'ailleurs qu'à l'université, face à ce rouleau compresseur qui nous impose effectivement des procédures, des manières de faire, des réponses à appel d'offres de telle et telle manière, mais on voit aussi qu'il existe des forces vives partout, y compris accompagnées par les travailleurs sociaux, pour travailler de manière un peu alternative, de manière un peu différente, de jouer des marges de manœuvre. Il a été question de l'école de Chicago qui, elle, évoquait je crois, des espaces interstitiels. Hein. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que
l'une et l'autre, finalement aussi à l'exemple du troisième intervenant, qu'il y a des formes de résistance possibles, plus ou moins organisées au niveau des acteurs. Et si je peux me permettre juste en direction de Carolina, por ejemplo, en Chile existe seguramente unas asociaciones de pueblo, de barrio, y muy fuerte, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esa gente? Voilà, merci. Et oui, c'est ça que je voulais vraiment mettre en question à propos de cette politique qui est devenue, je n'ai pas eu le temps de vous parler plus, mais le Chile solidario est devenu vraiment une politique emblématique au niveau latino-américain. En fait, c'est un modèle d'exportation du Chili qui a été mis en place en Afrique, dans Amérique centrale. Donc, c'est vraiment un grand projet qui est de gestion du social, qui est intéressant parce que c'est un produit de cette politique socialiste, mais en même temps néolibérale, qui est devenu en soi-même comme modèle d'exportation. Donc, ce qui m'a intéressé à moi dans mon travail de terrain, c'est vraiment de voir quel est l'impact qu'il y a dans l'expérience concrète des familles. Donc, on voit que c'est vraiment restreint et c'est pas du tout important. Donc, c'est paradoxal l'envergure qui a cette politique, mais les résultats très, très restreints pour les familles. Donc, c'est à propos de ça que je vois que pour les familles, c'est beaucoup plus important des autres réseaux, pas nécessairement associatifs, mais qui se met en place et qui est vraiment dans l'idée de l'aide. L'aide, c'est une chose beaucoup plus complexe que ce que l'État veut voir et veut regarder et veut parler. Donc, l'aide pour les familles et l'intervention de cette politique ou de cet intervenant, bien, s'ajoute à une autre grand ensemble de stratégies qu'il arrive à mettre en place pour s'en sortir jour à jour. Donc, Lorraine, elle travaille beaucoup aussi sur les dettes, mais par exemple, les dettes entre les familles, la manière de se prêter des choses, il y a beaucoup de réseaux au niveau des quartiers qui sont très, très intéressants. Ils sont beaucoup plus structurants de la vie quotidienne de cette famille que devient les grands projets de la politique. Donc, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est vraiment un décalage énorme entre l'image de cette politique comme un grand projet social, de retour du social, qui n'arrive pas vraiment à voir ce qui se passe au niveau des quartiers, au niveau des vies quotidiennes des familles. Donc, c'est intéressant parce que ça devient vraiment un produit politique plus qu'un produit du social. Madame Bresson. Oui. Alors, moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est que je ne sais pas. Je suis quelquefois surprise, aussi bien par l'appropriation des discours libéraux, néolibéraux, quelquefois par certains acteurs, et d'autres fois par effectivement des formes de résistance ou de réémergence, j'allais dire, d'impératifs du social, où on trouve des personnes dire non mais là c'est bon, c'est pas du social, on arrête, c'est pas ça, tout le monde le sait. Donc en fait, je trouve que les deux sont quand même présents. Et c'est vrai dans le social et c'est vrai aussi à mon avis dans l'université. Je peux être quelquefois surprise de voir jusqu'où on peut aller, par exemple sur la sélection, etc., où les personnes ne réagissent aux mots-sélection jusqu'à un certain niveau, et puis brusquement, il y a une espèce de refus, de rejet, non, stop, ça peut pas être ça. Donc, je ne sais pas exactement si... voilà. Le mot résistance, encore faut-il en avoir conscience. J'ai l'impression que quelquefois, les acteurs ont approprié un certain nombre de vocabulaires, et puis il y a... Alors, c'est un peu comme l'image de l'hôpital, là. Il y a un phénomène, un événement, quelque chose qui fait qu'on va avoir un renversement et puis dire « Ah non, mais tout le monde sait que ça ne peut pas être ça, c'est pas ça ». Et là, on se rend compte qu'en réalité, les acteurs, ils ont encore quand même des mécanismes, une culture qui reste profondément ancrée. Donc voilà, oui, je pense que malgré tout, ça n'a pas complètement disparu. Et de toute façon, l'idée même de lien social, c'est un peu ce que j'essayais de dire, elle est quelquefois incompatible avec certaines orientations. Donc ça
peut pas, à mon avis, basculer complètement, sauf à faire disparaître complètement le social, et on sent bien qu'il résiste, parce qu'il correspond à des choses. Voilà. Donc, Ben voilà. Merci. On peut pas, on est un petit peu, comme on disait hier, solidarité dans le mal, un peu pris par le temps, si on veut pouvoir aller vers nos ateliers. Bien, merci beaucoup à vous trois, Éric Forgues, Carolina Rojas-Lache et Maryse Bresson.